La chambre nuptiale d'une impératrice romaine n'était pas un sanctuaire d'amour, mais une arène d'exécution où son identité profonde était méthodiquement déconstruite avant même l'aube. Ce que je m'apprête à vous révéler a été délibérément effacé des archives officielles. Un secret de pouvoir murmuré uniquement dans les couloirs les plus sombres de Rome. Pour ces femmes de pouvoir, destinées à régner aux côtés d'un empereur, la nuit de noces n'était pas une célébration, mais le premier acte d'un théâtre macabre de subjugation. Il s'agissait d'un système sophistiqué, une arme d'ingénierie politique conçue dans un seul but: anéantir psychologiquement la nouvelle épouse, briser sa volonté et la transformer en un simple instrument au service de l'Empire. De l'humiliation publique, qui faisait de son intimité un spectacle, à la violence symbolique légitimant la domination, jusqu'à la surveillance implacable qui abolissait toute vie privée, chaque étape de ce rituel était froidement calculée. Dans les minutes qui suivent, nous allons pousser les portes interdites de ces chambres et exposer les 8 rituels terrifiants qui hantaient la nuit de noces des impératrices, révélant comment l'Empire se servait du lit conjugal comme de son plus redoutable champ de bataille. Ces secrets de l'histoire sont faits pour être partagés au sein d'une communauté de passionnés. Si ces révélations vous fascinent, je vous invite à rejoindre notre cercle en vous abonnant et en laissant un pouce bleu pour soutenir notre travail. J'adorerais savoir depuis quelle ville de France ou de quel pays francophone vous découvrez cette histoire. Dites-le moi en commentaire et profitez-en pour me suggérer le nom de l'impératrice ou de la reine dont vous aimeriez que nous dévoilions les secrets dans une prochaine vidéo. Votre voix est essentielle pour la suite de notre exploration. Pour comprendre la véritable nature de ces rituels, nous devons nous transporter au cœur de l'Empire romain, à son apogée, une période s'étendant approximativement du 1er siècle avant notre ère au 3e siècle après. Imaginez une puissance démesurée, dominant le monde de la Bretagne au désert de Syrie. Rome n'était pas seulement un empire géographique, c'était une machine politique complexe, obsédée par l'ordre, la lignée et la stabilité du pouvoir. Dans cette société profondément patriarcale, chaque aspect de la vie de l'élite était politique. Le Sénat, les légions, les alliances, tout servait à maintenir et à étendre l'influence de Rome. Les femmes, même celles du plus haut rang, n'étaient pas considérées comme des actrices politiques, mais comme des instruments stratégiques. Leur valeur se mesurait à la pureté de leur sang et à leur capacité à enfanter un héritier mâle légitime. Le mariage n'était donc jamais une affaire de cœur, mais le plus puissant des outils diplomatiques, un contrat scellant des alliances entre familles rivales ou des traités avec des royaumes conquis. Dans cet échiquier impitoyable, la chambre nuptiale devenait un territoire politique où se jouait l'avenir de l'Empire. Au cœur de ce territoire politique se trouvaient les acteurs principaux du drame. D'un côté, l'empereur ou un puissant patricien. Pour lui, cette union était avant tout une transaction stratégique. Son devoir n'était pas d'aimer, mais de dominer, de sécuriser sa lignée et de produire un héritier incontestable pour garantir la pérennité de son nom et de Rome. La mariée était un moyen d'atteindre une fin. Sa soumission était une nécessité politique, un symbole de sa propre capacité à maintenir l'ordre au sein de l'État comme dans sa propre maison. De l'autre côté, la jeune épouse. Souvent à peine sortie de l'adolescence, parfois une princesse étrangère offerte en gage de paix, elle arrivait à Rome isolée, déracinée de sa culture et de sa famille. Pour elle, cette nuit n'était pas seulement une initiation intime, mais un test de loyauté et de fertilité. Sa survie et son statut dépendaient entièrement de sa capacité à se conformer, à effacer son ancienne identité pour endosser celle que Rome exigeait d'elle. Elle n'était pas une partenaire, mais une possession dont la valeur serait immédiatement évaluée par l'ensemble de la cour, témoin silencieux de cette passation de pouvoir. Cette évaluation publique n'était que la partie visible d'un dispositif de contrôle bien plus profond et secret. Pour s'assurer de la parfaite docilité de la future impératrice, l'État romain avait mis en place des protocoles invisibles qui commençaient bien avant la nuit de noces. Loin des regards, le corps de la jeune femme devenait un objet d'investigation. Des matrones expérimentées, les pronubae, étaient chargées de procéder à des examens physiques rigoureux. Leur mission n'était pas seulement de vérifier la virginité, ce sceau indispensable de la pureté patrimoniale, mais aussi d'inspecter chaque détail corporel pouvant indiquer sa capacité à procréer. Cette inspection n'était que le prélude à un conditionnement psychologique intense.
Ces mêmes femmes devenaient ses instructrices, lui transmettant les manuels non écrits du mariage romain. Dans le secret des appartements féminins, elles lui enseignaient non pas l'art de la séduction, mais la science de la soumission. On lui dictait son rôle, une obéissance absolue, un silence respectueux et l'acceptation de son devoir unique, la production d'un héritier. Ce réseau de surveillance s'étendait au-delà de ses confidentes officielles. Médecins, servantes et même l'architecture du palais formaient une prison sans murs, où chaque geste était observé et chaque murmure interprété. Elle était préparée non pas pour une union, mais pour une annexion. Ce que nous dévoilons ici va bien au-delà de l'histoire officielle. Si cette plongée dans les secrets du pouvoir vous interpelle et que vous souhaitez continuer à exposer ces vérités cachées avec nous, c'est le moment idéal pour vous abonner. Votre soutien, par un pouce bleu ou un commentaire, est notre plus grande motivation. Partagez vos impressions sur ces révélations. Nous sommes sur le point d'entrer dans le cœur du rituel, et votre présence rend cette exploration encore plus significative. C'est ensemble que nous allons maintenant franchir le seuil de la chambre nuptiale. Oubliez le silence et l'intimité. La procession qui y menait la mariée, la deductio, était tout sauf romantique. Selon des témoignages que l'on a longtemps ignorés, le trajet était rythmé par les versus Fescenini, des chants d'une crudité choquante, détaillant explicitement les actes à venir. Ce n'était pas une simple tradition grivoise, mais une première étape de dépossession, transformant l'acte conjugal en spectacle public avant même qu'il n'ait lieu. Le seuil franchi, un autre rituel glaçant prenait place. Le mari simulait un enlèvement, un écho direct au mythe du rapt des Sabines. Ce geste, loin d'être anodin, était une démonstration de force, la mise en scène d'une violence légitimée qui inscrivait d'emblée la domination physique de l'homme sur le corps de son épouse. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Des sources fragmentaires et des correspondances censurées révèlent que l'acte de consommation n'était pas privé. Les matrones et parfois des membres proches de la famille restaient en présent, soit dans la pièce, soit juste derrière un voile, en tant que témoins officiels. Leur rôle était d'attendre la preuve de la consommation et de la virginité, une validation qui appartenait à l'État. Dans le silence qui suivait, sous le regard des juges, son ancienne vie s'éteignait. La femme avait disparu, ne restait que l'impératrice, un corps désormais propriété de l'Empire. L'aube qui suivait cette nuit n'apportait aucun soulagement, seulement le début du deuxième acte, celui de la validation. Le protocole exigeait des vérifications humiliantes. Le drap nuptial, ou tunica, taché de sang, n'était pas discrètement lavé, mais collecté par les matrones comme une pièce à conviction. Des documents officiels attestent que cette preuve était parfois exhibée publiquement devant les membres de la famille impériale, transformant le corps de l'impératrice en un document politique, un territoire conquis dont la virginité était le sceau officiel de la transaction. L'absence de ce sceau n'entraînait pas seulement la honte, mais pouvait anéantir des alliances, déclencher des conflits et mener à la répudiation, voire à l'exécution. Les conséquences psychologiques de cette dépossession étaient dévastatrices et intentionnelles. En anéantissant son intimité et en la réduisant à sa fonction reproductrice dès la première nuit, le système induisait ce que la psychologie moderne nomme un état de détresse acquise. La femme puissante et volontaire, potentiellement rivale, était brisée. Elle devenait un instrument docile, psychologiquement incapable de défier l'autorité de son mari ou les intérêts de l'État. Ce traumatisme initial assurait une soumission à long terme, façonnant non seulement son destin personnel, mais aussi l'équilibre du pouvoir au sein de l'Empire pour les décennies à venir. Cet impact sur l'équilibre du pouvoir est la clé pour comprendre l'héritage durable et soigneusement dissimulé de ces pratiques. Le véritable legs de ces nuits de noces n'était pas seulement de sécuriser une dynastie, mais d'établir un modèle de contrôle intime comme outil de gouvernance. Ce schéma, où l'autonomie féminine est sacrifiée au nom de la stabilité politique, a créé un précédent qui résonnera pendant des siècles dans les cours royales et impériales à travers l'Europe. Il a normalisé l'idée que le corps d'une femme de pouvoir est un territoire public, une ressource appartenant à l'État. Si ces vérités nous semblent si distantes aujourd'hui, c'est le résultat d'une censure systématique. L'histoire officielle, écrite par des hommes et pour des hommes, s'est concentrée sur les batailles, les lois et les discours, ignorant ou effaçant délibérément les mécanismes domestiques qui assuraient leur pouvoir.
Les journaux intimes, les correspondances privées et les témoignages de ces femmes, qui auraient pu nous offrir une autre version de l'histoire, ont été en grande partie détruits ou altérés. Ce que nous avons perdu, ce sont leurs voix, sacrifiées pour préserver l'illusion d'un pouvoir purement masculin. La vérité, c'est que les fondations de Rome ne reposent pas que sur le marbre et l'acier, mais aussi sur le silence imposé dans le secret des alcôves. Révéler ces secrets, briser ce silence, c'est précisément la mission de notre communauté. L'histoire de ces impératrices, bien que lointaine, résonne avec une force particulière aujourd'hui. Elle nous rappelle la valeur de notre propre voix et de notre liberté, des privilèges que ces femmes de pouvoir n'ont jamais connus. Ce canal est votre espace, un lieu unique pour celles et ceux qui cherchent à comprendre les véritables mécanismes du pouvoir, loin des récits officiels et édulcorés. Si cette quête de vérité est aussi la vôtre, alors votre place est parmi nous. Pour continuer ce voyage dans les coulisses de l'histoire, abonnez-vous et activez les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines révélations exclusives. Votre soutien est crucial. Un pouce bleu nous aide plus que vous ne l'imaginez. Partagez en commentaire vos réflexions sur cette histoire, dites-nous depuis quelle région vous nous rejoignez et surtout, quelle figure historique fascinante mériterait que l'on expose ses secrets au grand jour. L'histoire cache encore d'innombrables mystères. Ensemble, nous continuerons de les dévoiler.